Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jean-Luc Fugit, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député de la 11e circonscription du Rhône, celle qui contient Givors, Condrieu. Vous êtes aussi un spécialiste des questions de pollution de l'air. D'ailleurs, pour votre premier mandat, vous étiez rapporteur de la fameuse loi sur les ZFE. Alors, quand vous voyez les écologistes à Lyon retarder finalement leur calendrier, vous dites qu'ils se servent mal de l'outil que vous avez mis en place ? Non, je dis que l'outil qui a été mis en place est un outil qui donne de la liberté aux collectivités pour définir à la fois le périmètre et le calendrier de mise en œuvre des ZFE. Donc on a donné dans le cadre de la loi un objectif. L'objectif c'est d'améliorer la santé respiratoire, donc d'agir pour la santé respiratoire de nos concitoyens dans les milieux urbains denses où, je vous rappelle que régulièrement on dépasse les normes de qualité de l'air. L'État est régulièrement condamné pour ça, par le Conseil d'État, par l'Europe. Et donc aujourd'hui, les ZFE mobilité permettent sur le levier mobilité de pouvoir agir et selon un calendrier et un périmètre qui s'appuie sur des mesures des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air et un calendrier qui dépend des collectivités et pour lequel il y a aussi une discussion nationale puisque depuis maintenant à peu près un an, il y a un coordinateur national qui, en lien avec les différentes agglomérations concernées, essaie de trouver des évolutions qui soient partagées de manière à avoir quelque chose d'assez homogène dans le pays. C'est un outil qui avait été voté très largement à l'Assemblée à l'époque, mais au moment de la mise en œuvre, beaucoup découvrent qu'il est socialement injuste, en tout cas il est critiqué sur ce plan-là. Est-ce qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir un meilleur outil ? Alors, c'est l'objectif, il ne faut pas confondre l'objectif et la manière d'atteindre l'objectif. Le pourquoi on le fait, c'est pour améliorer la qualité de l'air et donc la santé respiratoire de nos concitoyens. C'est une vraie préoccupation. N'oublions pas quand même que l'on perd 1 an à 2 ans d'espérance de vie. Donc, quand on respire un air de mauvaise qualité de manière régulière, il faut le dire de manière très objective. Et ensuite, il y a le chemin pour atteindre l'objectif. Dans ce chemin, les ZFE mobilité en font partie des solutions. Et les solutions, c'est aussi de développer, on le sait, les transports en commun, c'est aussi de développer les véhicules à faible émission, c'est-à-dire les véhicules électriques, hydrogène, biogaz, etc. Donc ça, c'est aussi important. C'est pour ça qu'il y a des aides d'État auxquelles peuvent se rajouter des aides des collectivités pour pouvoir accompagner le changement de véhicule. C'est peut-être pas suffisant, on est dans la montée en puissance, on sait très bien qu'il faut du temps, il ne faut pas non plus tourner autour du pot et dire clairement les choses. C'est plutôt bien que les écologistes aient temporisé au final pour vous ? Alors je pense qu'on tempère sur la question des véhicules critère 2 par exemple, oui, parce qu'en effet, à un moment donné, on ne peut pas transformer une ZFE qui est là pour exclure les polluants à une ZFE qui deviendrait trop crispante pour l'ensemble de la population. Il faut du temps, il faut accompagner. Il y aura aussi d'ailleurs des mesures nationales à travailler. On en a apporté avec le président de la République l'année dernière sur l'idée de travailler un leasing aux alentours de 100 € pour les véhicules électriques d'entrée de gamme et à destination des personnes qui ont les revenus, pour les personnes les plus défavorisées. Au prochain projet de loi de finances cet automne, on devrait donc travailler cette mesure pour qu'en début 2024, on ait les premiers véhicules qui puissent être achetés en tout cas pris en leasing par les personnes à revenus modestes et qui souhaiteraient passer à un véhicule à faible émission. Alors, la loi que vous avez prévoyait l'interdiction des critères 5, des critères 4, pas tout à fait des critères 3, puisque pour les critères 3, ce que vous disiez, c'était seulement en cas de pic. La loi de 2019, elle donne une orientation générale. La loi climat-résilience de 2021, elle dit que s'il y a des dépassements réguliers, à ce moment-là, de pollution, c'est-à-dire que si on dépasse encore les normes de qualité de l'air, notamment en matière d'oxyde d'azote, qui sont liés aux véhicules à énergie fossile, donc essence et diesel, eh bien, on peut mettre en place l'interdiction de circulation des véhicules, par exemple critère 3, à partir du 1er janvier 2025, mais uniquement pour les agglomérations où il y a les dépassements réguliers de pollution. C'est le cas dans l'agglomération lyonnaise. Ouais. En tout cas, oui, pour l'agglomération lyonnaise est malheureusement fortement concernée encore par les oxydes d'azote. Mais c'est vraiment en fonction des résultats. Par contre, les critères 2 n'étaient pas prévus, et donc les écologistes étaient il n'y a rien, sur ce la loi ne prévoit rien sur les restrictions vis-à-vis des critères 2. De se poser cette ambition-là aussi ? Ils avaient bien fait, les écologistes, de poser l'ambition de supprimer les critères 2 aussi. Qu'on puisse aussi se poser la question des critères 2, on peut se la poser parce que c'est aussi par rapport aux oxydes d'azote, etc. Mais seulement, on ne peut pas se la poser tout de suite parce qu'il faut d'abord partir des véhicules les plus polluants, critères 5, 4, 3, et ensuite se poser la question éventuellement des critères 2, mais à une échéance raisonnable, parce qu'on ne peut pas faire tout d'un coup, ce n'est pas possible. On n'a pas la capacité à se priver des véhicules du jour au lendemain. Et puis n'oublions pas qu'il y a pas mal de personnes qui viennent travailler dans l'agglomération lyonnaise, il faut trouver des solutions. Donc ils avaient eu tort de vouloir aller plus vite et ils font bien de temporiser. À mon avis, oui, parfait pour moi, oui. Je l'avais d'ailleurs dit au président de la métropole à plusieurs reprises.
Un mot sur les particules fines. On ne parle pas beaucoup des pollutions liées au chauffage au bois, pourtant elles ont un rôle important en matière de particules fines. C'est la première source la première source de pollution en particules fines à l'agglomération lyonnaise, c'est le chauffage au bois non performant. Et donc, dans la loi climat résilience, je me permets de vous couper là-dessus, de 2021, j'ai fait voter un amendement qui demande, donc qui demande à ce que les préfets mettent en place des plans pour que d'ici 2030, on diminue par 2 la pollution aux particules fines liée au chauffage au bois non performant. Pour vous, il suffit de mettre du chauffage performant pour régler la question? En tout cas, sur la partie chauffage au bois, oui, si on met du chauffage performant, on règle clairement la situation parce qu'on a vraiment beaucoup moins de particules qui sont émises. Je porterai d'ailleurs une proposition de loi cet automne pour aussi réduire l'exposition de nos concitoyens à la pollution de l'air. On ira sur des problématiques de chantier, c'est aussi la question du télétravail en fonction des pics de pollution, mais j'aurai peut-être l'occasion de revenir vous en parler. Un mot sur votre nomination à la présidence du Conseil supérieur de l'énergie l'automne dernier. C'est une assemblée consultative, mais devant laquelle passent toutes les politiques menées par le gouvernement. En matière d'énergie, oui. Il y a des points de friction à prévoir, peut-être sur le bouclier énergie. Est-ce qu'il ne serait pas le temps de les arrêter? Alors déjà, je voulais préciser que ce Conseil supérieur de l'énergie, je le préside de manière bénévole, pour faire le préciser. Il réunit à la fois les consommateurs, il réunit les collectivités territoriales, les producteurs d'énergie, énergie gazière, électrique, les syndicats des énergies renouvelables, les syndicats du monde de l'énergie et aussi donc les consommateurs, y compris du point de vue industriel. Et donc ce conseil est consultatif, mais on travaille vraiment sur tous les textes donc, de la politique nationale. Mais on va avoir des discussions qui sont parfois âpres sur la question des tarifs, les boucliers bien entendu, ça en fait partie, boucliers tarifaires, mais aussi comment Parce que ce n'est pas un dispositif trop cher qui mériterait d'être arrêté maintenant. Alors écoutez, aujourd'hui, protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens, ça a été une priorité depuis un an, donc avec cette majorité. Je vous rappelle que si on n'avait pas mis le 15% d'augmentation maximum pour l'électricité, on aurait eu des augmentations de 80 à 100%, ce qu'ont connu d'ailleurs certains pays comme la Belgique ou l'Espagne ou l'Italie. Donc pour moi, ce n'est pas trop cher, je pense que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Dans des moments qui sont difficiles, je crois que la solidarité nationale est plus importante que jamais. Donc non, ce n'était pas trop cher. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu investir cet argent dans la transition? L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, il y a de gros investissements dans la transition. Je vous rappelle que dans le plan de relance dès 2021, il y avait 30 milliards sur les 100 milliards donc sur la transition. Et puis, il y a eu des investissements encore donc, ces derniers mois sur la transition. Par exemple, les 2 milliards de fonds verts supplémentaires pour les collectivités donc, que la Première ministre a mis en place de manière à ce que les communes puissent engager des travaux supplémentaires de rénovation énergétique, par exemple, de bâtiments. Moi, je vois des communes de ma circonscription qui viennent donc d'avoir droit à du fonds vert pour, par exemple, des rénovations d'écoles. Eh bien, rénovation énergétique d'écoles, vous savez, ça va dans le bon sens, économiser l'énergie, en même temps qu'à côté, on fait en sorte de faire payer moins cher à celles et ceux qui aujourd'hui sont en difficulté, notamment sur le plan social. Un mot sur l'agriculture. On se souvient des grosses mobilisations à Sainte-Soline contre le projet de méga-bassine. Vous, pourtant, ces retenues collinaires, vous estimez que ces retenues collinaires d'eau, ce sont des solutions utiles pour l'agriculture? Vous en souhaiteriez même dans votre circonscription? Alors, circonscription dans le territoire du Rhône, je pense que dans le Rhône, vous voyez, on a une agriculture nourricière à côté de cette grande métropole lyonnaise et qui est extrêmement importante. Voilà. Et quand on parle de cette agriculture, il faut penser à notre alimentation. Donc en fait, nous sommes tous concernés. Et aujourd'hui, nous sommes dans des évolutions climatiques qui font que les sécheresses font partie malheureusement du paysage climatique annuel. Chaque année, ou presque, nous avons des aléas climatiques très durs sur le territoire. C'est soit du grêle, soit c'est de la grêle, soit du gel, soit les sécheresses. Et je pense que des retenues collinaires de taille modeste, mais qui soient développées sur le territoire, sont nécessaires. On a des systèmes d'irrigation, on a d'autres systèmes, d'autres parties du territoire qui souffrent un petit peu. Et donc oui, je pense qu'il faudrait retenir un peu plus d'eau. À Condrieu, par exemple. Non, à Condrieu ou sur le plateau de Condrieu, parce qu'à Condrieu, il y a le Rhône à côté. Mais vous avez la nécessité, en effet, d'apporter de l'eau, parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Ça paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Et sans agriculture, mais il n'y a pas d'alimentation. Juste un mot pour finir sur la situation politique. Emmanuel Macron avait donné 100 jours à Elisabeth Borne pour relancer son gouvernement. On arrive à l'issue de ces 100 jours. Pour vous, qu'est-ce qui doit en sortir? Il faut un remaniement? Il faut garder Elisabeth Borne? Alors écoutez, pour ce qui concerne de garder Elisabeth Borne faire un remaniement, c'est une question qu'il faut poser au président de la République.
Ce que je voudrais dire quand même, c'est que Elisabeth Borne, depuis un an, elle fait face à beaucoup de situations. C'est une première ministre qui a su trouver des majorités pour faire passer la plupart des textes donc à l'Assemblée nationale. C'est aussi une première ministre qui a vraiment le sens de l'intérêt général. Et c'est une première ministre qui sert la France et qui ne se sert pas de la France. Et je pense qu'à ce titre-là, de mon point de vue, elle doit continuer. Je pense qu'elle peut continuer à diriger le gouvernement. Je pense qu'elle a fait preuve de beaucoup de résilience et en même temps de volonté de faire avancer le pays, encore une fois, avec le sens de l'intérêt général et non pas le sens de son intérêt particulier à elle. À titre plus personnel, on se souvient qu'aux élections métropolitaines, vous étiez retiré entre les deux tours pour ne pas faire partie de l'alliance entre Gérard Collomb et la droite lyonnaise. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que la majorité parlementaire à laquelle vous appartenez cherche de plus en plus des alliances à droite ? Alors, la majorité parlementaire à laquelle j'appartiens aujourd'hui, elle tend la main à toutes celles et tous ceux qui le veulent pour construire donc des majorités de projets. Je rappelle par exemple que nous avons voté le texte... C'est pas paradoxal de l'avoir refusé à la métropole pour la demander à l'Assemblée ? Non, on la demande, attendez, à l'Assemblée, par exemple, sur le texte d'accélération des énergies renouvelables, nous avons travaillé avec l'ensemble des groupes et à la fin, ce qu'on voté, ce sont la majorité et les socialistes, par exemple. Les socialistes sont venus. Sur le texte sur le nucléaire, par exemple, que nous avons voté au mois de mars dernier, il y a eu les Républicains qui l'ont voté. On a eu aussi le groupe communiste. Donc vous voyez, on travaille sur par texte, on cherche des majorités de projets, texte par texte, et c'est comme ça. Avec les LR qui, pour l'instant, n'a pas moi, je ne cherche d'alliance avec personne, je cherche simplement à trouver des majorités de projets sur les différents textes. Quand je proposerai, par exemple, mon texte autour de l'exposition, réduire l'exposition de la qualité de l'air, donc enfin, à la pollution de l'air de nos concitoyens, eh bien, je le proposerai, et puis que ce soit en commission ou en séance, eh bien, on cherchera une majorité autour de ce thème-là, et on peut largement penser que le dépassement politique est possible. Je pense d'ailleurs que dans l'ADN de ce que nous faisons avec le président de la République depuis 2017, l'idée c'est que celles et ceux qui partagent suffisamment de valeurs pour trouver des solutions pour améliorer donc, le quotidien des Français ont vocation à rentrer dans ce qu'on appelle le dépassement politique, et ce dépassement politique au service de l'intérêt général, eh bien, je trouve que c'est intéressant, surtout face à des extrêmes qui sont de plus en plus caricaturaux, je trouve, dans leur manière de faire. Jean-Luc Fugit, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.